je sais pas si je vais déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste des mains à 2h30 du matin. Faut faire attention quand on sort si on veut pas rester dehors. C'est plein de petites affaires. Bienvenue à Dessine-moi un logement. Vous êtes à Séquia FM 88,3. Mon nom est Benoît Gingras et je serai aujourd'hui votre animateur. Ce jour, notre émission portera sur les jeunes et le logement. Comme vous le savez tous, le logement est un besoin essentiel dans la vie. Se trouver un logement marque un passage obligé. Il marque une transition pour les jeunes, transition entre le domicile familial et un logement autonome. Aujourd'hui, nous parlerons de la disponibilité des logements, mais aussi et surtout de l'abordabilité du logement. Certaines personnes diront qu'il y a en ce moment une quasi-disparition du segment abordable de l'habitation. Des jeunes seront aux études avec moins de moyens, moins d'argent consacré au logement. Nous recevrons aujourd'hui 3 invités. Dans un premier temps, je m'entretiendrai avec Mme Élise Tanguay, directrice des affaires publiques du groupe Utile, organisme dédié au logement étudiant. Ensuite, je recevrai Mme Audrey Montembeault de l'organisme Squat Basseville. Mme Montembeault est coordonnatrice et responsable du volet résidentiel et du travail de rue. Le Squat Basseville est un organisme qui accompagne et soutient des jeunes vivant un ou plusieurs aspects de l'itinérance. Enfin, dans notre dernier segment, nous accueillerons Mme Diane Thibault, coordonnatrice générale de l'organisme Mère et Monde. Mère et Monde est un centre communautaire et résidentiel par et pour les jeunes mères qui propose notamment un centre d'hébergement. Alors, débutons immédiatement en vous présentant Mme Élise Thibault, que j'aurai le plaisir d'interroger. Mme Thibault est directrice des affaires publiques de Utile. Utile étant l'acronyme d'Unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Mme Thibault nous parlera donc également d'un superbe projet à Québec entièrement dédié aux étudiants qui se nomme l'Ardoise. Alors, bonjour Mme Tanguay. Oui, bonjour. Alors, si vous le permettez, afin de bien situer nos éditeurs, afin d'aborder le sujet, j'ai quelques questions donc à vous poser concernant Utile. Alors, je vous remercie pour votre participation dans un premier temps. Quel a été l'élément déclencheur de la création de ce projet d'économie sociale en logement étudiant? C'est-à-dire que l'Utile est né il y a à peu près une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez à Montréal du fiasco financier de l'îlot voyageur. C'était un projet qui était détenu par l'UQAM et qui malheureusement n'a pas fonctionné. C'était dédié à devenir des résidences étudiantes. C'était un squelette de béton urbain là au centre-ville de Montréal. Et puis plusieurs étudiants et étudiantes de plusieurs expertises différentes, là, de l'urbanisme, en passant par la finance, les communications, se sont réunis autour de cet enjeu-là, de la question du manque de logement, qui vivaient eux et elles-mêmes des enjeux là au niveau de se trouver un logement carrément. C'est pour la plupart des finissants, donc il y avait vraiment ce vécu-là très frais, qui se sont regroupés autour de ce projet-là en demandant d'abord à ce qu'il y ait un promoteur qui reprenne ce projet-là pour en faire un projet de coopérative ou de logement abordable étudiant. Ils se sont bien vite rendus compte qu'en fait, il n'existait aucune entreprise d'économie sociale, aucune entreprise qui pouvait justement reprendre ce projet-là pour en faire du logement abordable. Donc, ils se sont retroussés les manches et ils ont démarré cette OBNL qui est aujourd'hui l'Utile. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement de votre expertise qu'on dit unique là, dans ce projet-là, dans votre projet d'économie sociale en logement étudiant? Oui, ben absolument. Nous, on a développé un modèle justement basé sur l'OBNL. C'est un modèle qui nous permet d'avoir une résilience puisqu'on
constitue en réseau. Là, on souhaite vraiment construire une infrastructure sociale pour le Québec, donc des logements étudiants disponibles dans toutes les grandes villes étudiantes du Québec. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure résilience, de faire des projets qui sont abordables et qui sont aussi à la fois qui reprennent un modèle qui fonctionne, donc une formule gagnante, tout en s'adaptant au milieu dans lesquels on s'établit à chaque fois. Donc, quand on est arrivé à Québec, par exemple, on a développé un produit qui est un petit peu différent de ce qu'on fait à Montréal. On travaille avec les associations étudiantes locales pour justement trouver le juste milieu. On a choisi l'emplacement de ce projet-là en lien avec elles, notamment les associations étudiantes, pour vraiment s'assurer de répondre aux besoins de la meilleure façon possible. Alors là, ce que vous venez de faire, dans le fond, c'est que vous nous parlez de vos valeurs qui sont fondamentales. C'est des valeurs de solidarité, de disponibilité, d'abordabilité. Pouvez-vous nous parler effectivement de ce projet justement à Québec que vous appelez, je crois, l'Ardoise? Oui, absolument. L'Ardoise, c'est un projet de 205 logements qui pourra compter jusqu'à environ 244 locataires. Ce sont des logements complets, donc c'est vraiment une offre qu'on vient, on vient compléter ce que les étudiants vont retrouver en ce moment sur le marché locatif régulier. Donc, on se retrouve en très grande proportion sur le marché locatif régulier. Là, pour la région de Québec seulement, on parle de près de 40 000 étudiants à chaque année qui se retrouvent dans des logements comme vous et moi. Donc, on vient répondre à cette demande-là. Ce sont des logements complets, donc toujours une salle de bain, une cuisine. Pour la plupart des unités dans notre projet à l'Ardoise à Québec, ce sont des studios. Il en reste quelques-uns d'ailleurs disponibles à la location, mais c'est parti très vite pour ce qui est de toutes les colocations. On a des colocations de 2-3 chambres à coucher, donc ça peut permettre justement de faire des économies d'échelle. C'est un petit peu moins dispendieux, encore plus d'être en colocation. Ça peut permettre à des familles étudiantes aussi de venir s'établir chez nous. Donc, on le constate, le visage de l'étudiant change beaucoup depuis les années, les retours aux études et tout ça. Donc, on essaie vraiment de répondre à une variété de besoins avec ce type de projet-là. Et puis avec ce projet-là, effectivement, vous venez de nous parler notamment là, des avantages de louer un logement à l'Ardoise. Est-ce qu'on peut parler d'un milieu de vie? Sous quelle forme, effectivement, si on parle d'un milieu de vie dans un milieu comme l'Ardoise? Oui, absolument. Mais il y a des espaces communs, surtout à l'extérieur dans ce projet-là. Il y a également un stationnement à vélo. Il y a un petit stationnement également pour les voitures qui sera des cases louées là, pour vraiment encourager le plus possible la mobilité durable. On est tout près du campus. Donc, c'est certain qu'on a un accès privilégié au campus de l'Université Laval. On se retrouve vraiment en face du PEPS. Donc, ça va vraiment permettre à la fois une belle distance avec le campus, une belle autonomie, mais un milieu de vie très près des services et des besoins des étudiants. On a toujours aussi une forme soit de comité locataire ou de vie communautaire qui s'installe. C'est un service qu'on soutient aussi avec l'organisation d'activités, ce genre de choses. Donc, on va mettre ça en place tranquillement, pas vite. Les premiers locataires vont habiter chez nous dès septembre. Donc, en fonction aussi des besoins des locataires qui seront présents, on va développer une offre de vie communautaire, absolument. Alors, est-ce que quand on parle si on parle maintenant de retombées d'un projet comme l'Ardoise dans la communauté, est-ce que vous pouvez nous en parler effectivement? Absolument. C'est certain que ce qu'on constate, malheureusement, c'est que les locataires étudiants, ils ont des effets assez pervers sur le marché locatif. On peut, par exemple, parler des hausses de loyer. Bien malgré eux, les ménages étudiants locataires, puisqu'ils déménagent souvent et qu'ils souhaitent se localiser le plus possible au centre-ville pour être près des campus, malheureusement, leur présence en grande quantité, comme à Québec, au centre-ville, ça a un impact sur les autres logements autour. La SCHL le documentait récemment dans ses derniers chiffres sur l'état du marché de l'habitation. On constate que dans les loyers où les locataires bougent, donc où il y a des déménagements, ils sont augmentés de façon substantiellement plus élevée que les autres logements où les locataires restent pendant plusieurs années. Donc, à la fois, les étudiants locataires, en déménageant souvent, ils sont victimes de ces hausses abusives-là. Là, on parle pour les logements où il y a eu de la rotation à Québec, on parle d'une hausse de 8 %.
alors que dans les logements où il n'y a pas eu de déménagement, c'est un 3 % d'augmentation qui a été observé en 2022. Donc, ils sont à la fois frappés de plein fouet par ces hausses-là, mais ils en engendrent d'autres également. Donc, en installant de plus en plus de projets, soit à but non lucratif en général, pour la population en général, ou des projets de logement à but non lucratif étudiants, on vient vraiment agir sur le niveau de loyer offert autour dans le marché locatif régulier. Donc, je comprends qu'il y a un impact, là, effectivement, directement sur le marché. Ce que vous me dites, c'est que il y a une certaine stabilité, en quelque sorte. Les étudiants et étudiantes vont y demeurer, probablement pour tout leur parcours scolaire, si j'ai bien compris. Oui, non seulement ça, mais chez nous, les logements, ils n'augmenteront pas davantage lorsqu'il y aura un changement de locataire. Donc, on va plafonner les hausses le plus possible. C'est vraiment notre mission d'abordabilité qui nous guide là-dedans. L'objectif, c'est de les augmenter le moins possible. Donc, ça sera le cas qu'il y ait changement de locataire ou non. On parlait d'impact sur le marché autour. On peut parler également des familles. J'en parlais d'entrée de jeu. Souvent, les étudiants locataires vont choisir la colocation pour diminuer leurs frais de logement. Ça a des impacts sur la disponibilité des grands logements autour des campus universitaires, donc les appartements de 2, 3, 4 chambres à coucher qui sont occupés par plusieurs étudiants. Ça aussi, ça a un impact sur le prix parce qu'on constate que les propriétaires sont tentés d'élever les loyers lorsqu'ils constatent qu'il y a 3 ou 4 salaires, même si ce sont des revenus très modestes. Ils sont tentés d'augmenter les frais de loyer. Donc, on peut, avec un projet d'envergure comme le projet de 200 logements là, à Québec qu'on vient construire, on va libérer des logements famille sur le marché locatif régulier. D'accord. Maintenant, en termes de gouvernance, comment ça fonctionne pour la gouvernance de la maison? L'UTIL est une OBNL dont la plupart des membres sont des associations étudiantes. C'est d'ailleurs notre assemblée générale cet après-midi. Donc, les associations étudiantes membres seront là. De plus en plus, il y a également des établissements d'enseignement qui deviennent membres chez nous. Donc, on encourage absolument ça. Ça nous permet justement d'avoir accès à ces besoins-là, d'avoir un contact direct avec la clientèle qu'on souhaite desservir. Donc, sur notre CA, il y a à peu près la moitié des personnes qui sont constituées d'étudiants et étudiantes qui occupent des postes dans des associations étudiantes. Donc, on a vraiment là un accès privilégié à cette clientèle-là. Il y a l'autre moitié de notre CA, elle est plutôt constituée d'expertise diverses dans le secteur de l'immobilier, de la finance, donc pour venir compléter et solidifier notre solage, là, si je peux parler en termes immobiliers. D'accord. Maintenant, j'invite les auditeurs, auditrices à aller voir votre site à UTIL, effectivement, qui est très, très, très intéressant. Si j'ai bien compris, actuellement, il y aurait 3 résidences au Québec. Absolument. On a 2 projets qui sont déjà habités à Montréal. Québec, ce sera dès septembre cette année qu'il y aura des nouveaux locataires. On a un projet en développement à Trois-Rivières. On a plusieurs projets en développement à Montréal et un projet pour lequel on cherche un terrain à Sherbrooke. Donc, on parle d'à peu près 1500 logements là, qui sont dans les cartons d'UTIL en ce moment à travers le Québec. Puis, voilà, c'est un développement exponentiel. Puis, on va avoir besoin de beaucoup de soutien de la part des gouvernements. On sent qu'il y a un appétit pour du financement de ce genre de projet-là, mais c'est certain qu'on souhaite développer avec beaucoup d'ambition. Maintenant, je voudrais aborder avec vous là, la question, effectivement, vous venez d'en parler un peu, du financement, mais de votre modèle financier. Et je note ici, en termes de qu'est-ce qu'il a, le modèle financier d'innovant par rapport à d'autres façons de financer des organisations? Absolument. Mais le logement étudiant a longtemps été un peu mal aimé des programmes en habitation. Donc, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de programme formel là, qui pouvait financer des projets du type de ceux qu'on développe, particulièrement au gouvernement du Québec. L'Ardoise est le premier projet qui a pu recueillir un financement de la part du gouvernement du Québec. Donc, c'est un financement à hauteur de 4,6 millions de dollars pour ce projet-là qui est évalué à 36 millions. Ce qu'on est arrivé à faire par le passé pour démarrer nos premiers projets, ça a été de faire appel aux associations étudiantes comme telles pour vraiment aller
être la bougie d'allumage pour démarrer des projets de logement. Si on pense à notre premier projet qui a été très long à monter, qui a pris 7 ans avant de voir le jour, c'est l'Association étudiante des étudiants de Concordia qui ont débloqué un financement de 1,8 million, donc un financement assez conséquent pour justement démarrer ce projet-là. Ça correspond environ à 10% du montage financier total et ça nous a vraiment permis d'aller convaincre d'autres bailleurs de fonds comme la Ville de Montréal, comme le gouvernement fédéral pour démarrer ce premier projet-là. Une des caractéristiques innovantes de ce financement-là auquel on a accès par certaines associations étudiantes, c'est qu'on investit, les associations investissent dans un fonds qui prête de l'argent au projet que nous, on développe. Et puis, une fois qu'il est remboursé, cet argent-là, on arrive à financer de nouveaux projets avec les mêmes dollars. Donc, c'est assez innovant et ça nous permet justement d'aller, de demander moins de subventions pour nos projets. C'est vraiment, ça aussi, ça fait vraiment partie des valeurs cardinales de l'utile, c'est-à-dire qu'on essaie de faire plus avec moins. On essaie vraiment de maximiser l'utilisation des dollars publics pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. Je comprends. Écoutez, le temps file rapidement. On a parlé, je vous interpellerai maintenant par rapport à l'abordabilité, Madame Tanguay. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur du coût d'un logement, par exemple, à l'Ardoise, là, qui ouvrira en septembre prochain à Québec? À l'Ardoise, les studios sont loués à partir de 606 $. C'est à peu près comparable au loyer qu'on va retrouver dans le programme Habitation abordable Québec, qui est le nouveau programme du gouvernement de Québec pour financer le logement abordable. On se situe donc toujours 10 à 30% sous les médianes des marchés dans lesquels on s'installe. Puis comme je le mentionnais d'entrée de jeu, la question de l'abordabilité pour nous, elle doit être collée à la question de la pérennité. Donc, nos projets, non seulement ils sont abordables aujourd'hui, mais ils le demeurent dans le temps et même leur abordabilité s'accroît dans le temps puisque nous plafonnons nos hausses de loyer le plus possible. Donc, à travers le temps, cette abordabilité-là, elle se maintient. Madame Tanguay, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie infiniment pour votre participation à l'émission Dessine-moi un logement sur CKIA 88,3. J'ose espérer que nous aurons l'occasion de nous entretenir de nouveau éventuellement. Longue vie au groupe Utile. Merci infiniment, Madame Tanguay. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Des crises de Nice, pis là, apparemment, je me cherche un appartement. Il y a eu la crise d'octobre, la crise d'Oka, crise du verglas. La grande crise en 29, la crise des missiles à Cuba. Il y a eu la crise de l'énergie, crise des subprimes, la pandémie. La crise des opioïdes, puis bien sûr, la crise du climat. Il y en a en crise des crises de Nice, pis là, apparemment, je me cherche un appartement. Comme la crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise du logement. La crise de crise du logement. Il y a la crise de la quarantaine, ça vient avec une bédaine. La crise de nerfs, la crise de poids, d'adolescence et d'eczéma. La crise d'épilepsie, crise de panique, spasmophilie. La crise de goutte d'appendicite, la crise d'apoplexie. Il y en a en crise des crises de Nice, pis là, apparemment, je cherche un appartement. Comme Armel! La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise, crise de crise, la crise de crise du logement. La crise de crise du logement. La crise de crise du logement. Oh, vas-y, Denise!
logement. Que de crise du logement. Bye, bye, mon bébé beau bye. Crise du logement. Alors, nous venons d'entendre Barnabé et la chanson « La crise du logement ». Alors maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Madame, mais pour les fins de l'entrevue, nous allons nous tutoyer. Je reçois donc Audrey Montembeault de l'organisme Squat Basseville. Comme je vous le disais précédemment dans notre introduction, Audrey est responsable du volet résidentiel et de l'itinérance de rue à Squat Basseville. Squat Basseville est un organisme qui accompagne et soutient des jeunes vivant un ou plusieurs aspects de l'itinérance. Alors, bonjour Audrey. Bonjour. Alors, merci pour votre arrivée ici à Sequia FM 88,3. Audrey, quand on examine le site Internet du Squat Basseville, on apprend que vous avez plusieurs missions, dont celle d'aider les jeunes en situation d'itinérance. Qu'en est-il exactement, Audrey? Oui, dans le fond, on vient en aide aux jeunes de 3 façons, par 3 volets. On vient en aide aux jeunes de 12 à 25 ans. Il y a la maison d'hébergement pour les 12 à 17 ans qui fait de l'hébergement d'urgence pour les jeunes en situation de fugue ou des séjours de prévention pour justement prévenir la fugue, prévenir l'itinérance. Et les 2 autres volets dont je m'occupe, le volet résidentiel où on offre des appartements subventionnés aux jeunes de 18 à 25 ans et le travail de rue qui, elles sont 2 intervenantes qui vont dans les rues rejoindre les jeunes que nous, on ne rejoint pas à l'intérieur en étant présentes dans les milieux, dans les rues, dans les autres organismes, dans les parcs. Alors, si je comprends bien, de ton côté, Audrey, c'est plutôt tout le volet résidentiel dont tu es responsable. Exactement. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous parler, nous donner un exemple de comment ça peut se présenter, par exemple, un jeune qu'on retrouve à la rue, maintenant, on le rencontre, est-ce qu'on lui offre un appartement, un logement, un volet court terme? C'est sûr que nous, on croit beaucoup au logement comme étant une nécessité de base pour stabiliser le reste. On trouve que c'est difficile de faire des démarches, que ce soit d'obtenir un revenu, de retourner aux études ou peu importe la stabilisation qui nécessite d'être faite sans avoir de toit. C'est pour ça qu'on se dit à bas seuil d'accessibilité. Donc, on va accueillir des jeunes, même s'ils n'ont pas encore leur revenu, même s'il leur manque des papiers d'identité. On va les accueillir avec une problématique de consommation de drogue, même si le projet de vie n'est pas défini. Nous, notre but, c'est on veut offrir le logement et ensuite, on verra ce qu'on peut travailler avec lui. Quand tu dis offrir le logement, mettons, ça peut être sur une base temporaire, par exemple, le logement? Oui, c'est vraiment collé à eux ce qu'ils désirent. C'est sûr que là, on a 17 logements seulement, donc on a une liste d'attente pour y accéder. Une fois que le jeune accède à un logement, mais après ça, ça va être de concert avec nous pour la durée. Ils peuvent rester jusqu'à leurs 26 ans moins un jour. C'est sûr que c'est pas ce qu'on vit. On vit plus des durées de 2 ans environ. De 2 ans. Mais est-ce que ça peut être encore pour une période plus courte, mettons, temporairement, pour un jeune, là, mettons, dans une situation de crise ou... Oui, il y a des jeunes qui pourraient rester le temps d'un bail de 3 mois. Là, on a des baux thérapeutiques qu'on appelle, mais je dirais qu'en général, là, c'est quand même une année là, parce qu'ils prennent le temps d'atterrir, de stabiliser des choses avant de redécoller vers autre chose. Puis une fois que le jeune est en logement, je présume que le logement est équipé là, pour qu'il puisse être autonome. Oui, c'est des studios, donc des 1,5 semi-meublés. On les fournit donc avec poêle, frigo, lit micro-ondes. Puis, on va faire aussi avec eux tout le nécessaire pour l'équiper, si jamais le jeune n'avait pas ce qu'il a besoin. Comme on accueille des jeunes, soit en situation d'itinérance ou à risque d'en vivre, bien, habituellement, ils n'arrivent pas avec un 4,5 pour se loger. Donc, on a des dons. La communauté est vraiment très généreuse. On a des dons autant de vaisselle que de meubles, que de produits d'hygiène et tout ça. Puis, sinon, bien, il y a les organismes aussi qui offrent des choses à bas prix qu'on peut aider les jeunes à aller se meubler là-dedans. Puis une fois que le jeune est en logement, de quel type d'intervention? Quelle est l'intervention que vous préconisez auprès de lui, mettons à son arrivée, dans la durée? Quel type d'intervention?
Il y a 3 intervenantes sur place pour les 17 jeunes. Et ce qu'on favorise, nous, c'est ce qu'on appelle l'intervention informelle. Donc, on veut être là à son rythme, selon les besoins qu'il nous nomme. Donc, ça peut être par aller prendre un café dans son logement, ça peut être par aller justement prendre une bouffe à l'extérieur pour juste apprendre à se connaître avant de parler de choses qui peuvent être plus difficiles à discuter. Donc, on est dans les formels, on est dans le être avec eux, être dans leur milieu pour leur permettre d'avancer. Le jeune, une fois qu'il est dans son logement, il est autonome, est-ce que il redevient, mettons, je vais utiliser le terme fonctionnel dans la société, il se remet en marche? De quelle façon, par exemple, ça se passe? On a beaucoup de jeunes qui entreprennent des démarches variées. On a des jeunes qui font des retours aux études, des jeunes qui retournent sur le marché de l'emploi. J'ai des jeunes là, qui sont, par exemple, en train d'entreprendre le cégep. Donc, oui, on peut dire là, que quand les jeunes quittent le squat, là, sont dans la vie active. Puis, est-ce qu'il arrive qu'il y en a qui rechutent, par exemple, qui se sont retrouvés un bout de temps là, en logement, qui quittent, qui se retrouvent, mettons, à la rue et qui reviennent, mettons, en logement ou qui demandent de vos services? Tout à fait. Comme on est à leur rythme, il y en a que le premier séjour ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas. C'est pas toujours des départs volontaires. On a quelques règlements à respecter. Donc, parfois, c'est nous qui met fin à la location. Puis, on constate par contre qu'il y a toujours quelque chose qui a été bénéfique. Il y a quand même un apprentissage qui a été fait. Puis, on permet effectivement un deuxième séjour. Les jeunes peuvent se remettre sur notre liste d'attente pour réintégrer. Puis, à ce moment-là, nous, on fait l'intervention qui va avec de qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que là, ce séjour-là soit plus bénéfique pour toi? Ça, c'est intéressant. Ce que tu dis, Audrey, c'est que finalement, on reconnaît que l'intervention, même si le jeune, par exemple, retournait à la rue, a quand même créé des bénéfices pour lui. Donc, on ne repart pas à zéro, si je comprends bien, là. On sait qu'il y a des acquis, effectivement. Oui, toujours. Toujours des acquis. Maintenant, il y a tout le volet fugue, les jeunes qui quittent le domicile familial, qui fuguent le domicile familial. Comment on travaille à prévenir justement les fugues des jeunes de leur milieu familial? Bien, nous, on se trouve à être en réduction des méfaits qu'on appelle. Donc, notre but n'est pas de mettre fin à la fugue, mais bien de réduire les conséquences négatives de la fugue. C'est pour ça qu'on offre du dépannage pour les nuits, pour la nourriture, pour tout ce qui est besoin de base, dans le but qu'ils soient en sécurité. Puis, bien, un peu comme le logement, on se dit qu'une fois qu'ils sont en sécurité, c'est là qu'on peut discuter. C'est là qu'on peut offrir un espace, puis parler de ce qui a été plus difficile, de qu'est-ce qui emmène à fuguer, justement. Puis de voir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on peut faire avec ça pour justement que tu te retrouves davantage à sécurité ensuite. Puis par rapport au volet itinérance, on a déjà traité ici à une émission particulièrement, on parlait d'itinérance et santé mentale. Est-ce que vous observez un plus grand nombre de jeunes à la rue depuis quelques mois, voire quelques années? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Vraiment, les demandes ont augmenté. Puis, vous parlez de santé mentale. Les difficultés de santé mentale ont augmenté aussi. Puis, malheureusement, ce qu'on voit comme nouveau défi avec ça, c'est des jeunes qui, au niveau de leur autonomie, justement, c'est plus difficile. C'est plus difficile de se maintenir en logement avec ces difficultés-là qui ont grandi. OK. Puis est-ce que vous avez des partenariats avec des organismes, par exemple, qui interviennent en santé mentale, qui peuvent vous donner un coup de main, qui peuvent accompagner un jeune également en partenariat avec le squat Basseville? C'est sûr qu'on est chanceux à ce niveau-là parce qu'on a quelques partenaires là, qui nous permettent d'avoir des accès intéressants pour les soins en santé mentale, mais ça reste que les attentes sont quand même très longues. Puis, avec les jeunes, on le sait, il faut que ça soit ici maintenant. Quand le désir de bouger se fait sentir, il faut y répondre maintenant. Puis quand on ne peut pas, mais malheureusement, des fois, la motivation se perd. OK. On a parlé tout à l'heure du financement, de la possibilité de contribuer à Squat Basseville. De quelle façon on peut contribuer à Squat Basseville pour justement vous aider, vous supporter dans votre mission là, auprès des jeunes qui nécessitent des services?
J'en ai parlé un peu tantôt. On reçoit des dons. Ça peut être intéressant de nous appeler avant pour être sûr qu'on n'a pas un espace de stockage très, très immense, mais quand on nous offre chaudron, matelas et choses comme ça, on ne refuse jamais. Puis sinon, on a un magnifique site Internet sur lequel c'est possible de nous contacter pour des dons monétaires ou pour justement prendre plus d'informations puis voir qu'est-ce qui peut être utile à nous. Toi, tu es au volet, je reviens sur le volet résidentiel, tu nous en as parlé abondamment, je te remercie. Maintenant, l'intervention comme telle à la rue de la part de tes collègues, de quelle façon on peut en parler? Comment ça se passe? Les gens parcourent des secteurs qui sont connus où ils peuvent retrouver des jeunes en fugue ou à la rue. Comment ça se passe exactement? Pour le travail de rue? Oui, c'est ça. Oui, oui, exactement. Les deux intervenantes sont présentes dans les quartiers centraux, donc Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, entre autres. Elles rentrent en contact aussi avec d'autres intervenants qui peuvent être dans la même mission. On essaie d'approcher les écoles, on essaie d'approcher certains centres communautaires, les maisons de jeunes. Et c'est vraiment un travail de longue haleine, de se faire connaître, de se faire voir, puis après, c'est du bouche à oreille. Les gens se parlent et c'est comme ça qu'ils vont vers les intervenantes, les travailleuses de rue. Est-ce qu'il peut arriver que vous offrez justement de l'hébergement, le gîte à un jeune ou une jeune là, qui est à la rue, qui refuse là, d'aller vers vos services? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Est-ce que vous réussissez finalement à le convaincre là, à recevoir des services là, du squat Basseville? C'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont changer d'idée. Parfois, c'est de la méconnaissance de ce qu'on est qui peut faire peur. Certains vont penser qu'on est très centre jeunesse. D'autres, au contraire, vont penser qu'on n'est pas un milieu qui est encadré. Dans les deux cas, ça peut faire peur. Donc, il y a beaucoup de démystifier ce qu'on est, de se faire connaître, qui va rentrer en ligne de compte. Puis, au gré des années, est-ce que vous avez justement développé des liens avec les centres jeunesse? Est-ce que vous êtes reconnu par les centres jeunesse? Est-ce que vous avez une collaboration avec eux? Oui, vraiment, vraiment. On a les travailleuses de rue qui peuvent aller sur les unités de centre de réadaptation pour aller souper avec les jeunes à titre préventif, à titre de se faire connaître. On a également un programme au squat qui permet à des jeunes qui sont sur les unités de réadaptation de faire des sorties chez nous de manière sécuritaire pour des jeunes qui n'auraient pas la possibilité d'en faire dans leur famille, par exemple. Encore une fois, ça privait bien la fugue, puisque, on le sait, le besoin de liberté, parfois, peut prendre le dessus, puis c'est une façon de donner de l'espace. On a parlé de financement, puis ce volet-là m'a échappé, mais est-ce qu'il est demandé une contribution, par exemple, à un jeune là, qui est en logement pour une période un peu plus longue, là, une fois, par exemple, qui se serait trouvé un travail ou qui sera en mesure de contribuer. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vraiment un logement loué, simplement avec une subvention. Donc, le coût du loyer, c'est 25 % du revenu du jeune. Donc, le plus bas loyer est à 215 $ par mois, en fait. 25 % du revenu du jeune. Du revenu du jeune. Ouais. Donc, ça lui laisse suffisamment de moyens là, pour son épicerie, pour ses besoins vitaux, finalement. Là, c'est ça. Alors, écoute, Audrey, je te remercie infiniment pour ta participation à Dessine-moi un logement. Je pense que ça a permis de faire connaître encore plus votre organisme. Je trouve que votre mission est précieuse et j'espère que nous aurons l'occasion de s'entretenir de nouveau sur votre mission dans la communauté. Merci, Audrey. Merci. Marie-Hélène vient juste d'avoir 20 ans. Ça fait 6 mois qu'elle est en appartement sur les murs blancs d'un petit 3e étage de rue Saint-Denis. Est partie en voyage. Marie-Hélène a pourtant pas d'amant.
juste des amis qui viennent de temps en temps fumer son pot, écouter sa musique. Marie-Hélène est une fille sympathique. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. En mobilette, en métro ou à pied, Marie-Hélène traverse la société, née par hasard dans le mauvais pays. Au mauvais temps, Marie-Hélène s'ennuie. S'ennuie de quoi? Elle ne sait pas trop bien. S'ennuie de qui? Elle le sait encore moins. En attendant, il y a eu 2 mois d'ouvrage, 1 mois d'études, puis l'assurance chômage. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. Le temps d'user jusqu'au dernier sillon, son Genesis et sa 5e saison, et d'oublier les mots de Let It Be qui joue la nuit quand tout le monde est parti. Mais Let It Be, c'est déjà l'ancien temps. Marie-Hélène avait même pas 12 ans, et c'est si loin qu'elle le sait plus par cœur. Et c'est tout ça qui fait qu'elle a si peur. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. Alors, Sylvain Lelièvre, Marie-Hélène, un classique, une grande chanson de Sylvain Lelièvre, un grand auteur québécois. Alors, aujourd'hui, je vais également entamer une discussion, un entretien avec Diane Thibault de l'organisme Mère et Monde. Comme je le disais précédemment, un organisme communautaire, un centre communautaire et résidentiel par et pour les jeunes mères qui proposent notamment de l'hébergement. Alors, l'organisme Mère et Monde agit depuis plusieurs années dans la communauté. J'ai donc avec moi Diane Thibault, coordonnatrice générale de cet organisme. Alors, bonjour Diane. Bonjour Benoît. Alors, Diane, nous nous connaissons, alors nous pourrons donc nous tutoyer. Tout à fait. Donc, Diane, est-ce que tu peux nous faire un bref historique de l'organisme Mère et Monde? Oui, en fait, Mère et Monde existe depuis 22-23 ans. L'idée est née, venait du CLSC qui avait fait un peu une étude à savoir pourquoi les jeunes mères n'arrivaient pas à se maintenir dans les systèmes scolaires. Ils se sont rendus compte que c'était souvent une question d'argent et de la vie coûtait trop cher pour être capable de soutenir un peu tous les volets de leur vie personnelle en même temps qu'ils avaient un projet scolaire. Donc, ils ont étudié des façons de soutenir ces projets-là. Et évidemment, le logement est devenu une pierre angulaire
puisque c'est une grande partie du budget d'une famille. Donc, le logement est devenu rapidement une issue de secours pour pouvoir soutenir des projets scolaires. Donc, à la base, Mère et Monde a vraiment été créé pour ça. Donc, c'est ça. On est issu aussi du Centre Jacques-Cartier où, parallèlement à cette étude-là, des mères s'étaient retrouvées au Centre Jacques-Cartier et faisaient la formation projet de vie et se rendaient compte que leur réalité de jeune mère n'était pas la même réalité que les autres jeunes qui fréquentaient. Il n'y avait pas les mêmes aspirations et il n'y avait pas les mêmes besoins en formation. Donc, ces deux besoins-là mis ensemble, ils se sont dit, bien, on va travailler à faire un centre qui ressemble au Centre Jacques-Cartier, mais qui va être pour les jeunes mères. Donc, c'est de là qu'est né Mère et Monde. Au début, il y avait la formation Projet de vie, qui est vraiment une formation où les jeunes mères sont invitées quand ils sont éloignés du marché du travail ou des études, à faire un 19 semaines de recherche sur elles-mêmes et savoir vers quoi elles veulent s'enligner, ce serait quoi les préalables. Donc, une fois qu'elles ont fini les 19 semaines, le but est de savoir vers quel projet scolaire et où en emploi elles voudraient aller, mais c'est plus souvent vers des projets scolaires. Donc, c'est ça. Donc, ils se sont mis à travailler sur Mère et Monde. Ça a été incorporé en 99 et le centre résidentiel, par contre, a vu le jour en 2004. Puis au centre résidentiel, il y a combien de lieux d'hébergement? Il y a combien c'est des appartements en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est vraiment des appartements. Donc, on est situé à Limoilou, là, pour vous figurer l'endroit, dans une ancienne école primaire. Donc, on est dans l'ancienne école Saint-Maurice. Et nos bureaux, salles de classe, halte garderie sont au rez-de-chaussée. Au-dessus, on a 23 logements. Donc, on a 18 4,5, 5 5,5. Et on a également, en collaboration avec Action Habitation, des logements à Marie-Clarisse, un autre immeuble qui n'est pas situé très loin et qui est sur la 18e rue, en fait. Puis ceux-là, ils sont inclus dans les 23 logements à Marie-Clarisse? Non, ça, c'est combien de logements à Marie-Clarisse? On en a 8 à Marie-Clarisse. Donc, au total, vous gérez, autrement dit, plus d'une trentaine de logements, c'est ça? Exactement. OK. Puis quand tu nous parlais du volet, scolaire et du logement, alors il faut absolument que une mère monoparentale qui se retrouve à Mère et Monde fréquente éventuellement un milieu scolaire. C'est une condition ou bien... Oui, en fait, quand elles veulent intégrer Mère et Monde, elles ont des entrevues de sélection et nous, on est vraiment là pour soutenir un projet scolaire ou un projet de retour en emploi, mais la plupart du temps, je dirais que c'est des projets scolaires. Cela dit, c'est pas au jour 1 qu'elles arrivent, qu'elles doivent intégrer un milieu scolaire. Il y a souvent toute une partie où elles doivent stabiliser leur vie, donc dépendamment d'où elles arrivent, si elles arrivent d'une situation de violence conjugale, c'est sûr qu'il y a tout un processus à passer avant de penser retourner aux études. Donc, on est sensible à ça. Même chose si elles accouchent, elles ont comme la première année là, pour se faire à leur nouvelle vie et ensuite penser à un retour aux études. Puis, est-ce que tu peux nous parler là, des différents critères, mettons, tu nous en as parlé brièvement d'entrée de jeu tout à l'heure, mais oui, pour être admissible là, dans un logement? Les critères de base sont vraiment d'être une jeune mère monoparentale, âgée entre 16 et 30 ans. Mais après, se déclinent toutes sortes de conditions qui fait qu'on va privilégier une mère plutôt qu'une autre là, lors des sélections, notamment l'urgence du logement. Donc, une mère qui n'aurait pas de logement, une mère qui serait dans une situation de violence conjugale va être priorisée. Contrairement à une mère qui habiterait chez ses parents, chez qui ça se passerait quand même bien, mais qui voudrait quand même quitter. Donc, on va y aller par urgence d'avoir un logement pour la sécurité de la mère et de l'enfant. Puis, est-ce que la demande est importante? La demande est importante, mais j'ai envie de dire de ne pas hésiter à nous appeler parce que, comme je dis, on y va par sélection et par urgence. Donc, souvent, les gens se disent, j'appellerai même pas à Mère et Monde, il y a tout le temps une liste d'attente, mais il ne faut pas aller vers ça. Il faut vraiment prendre le temps de nous appeler. Et nous, de toute façon, on a aussi beaucoup de collaborateurs avec qui on travaille, donc on va souvent pouvoir référer vers d'autres ressources si on n'est pas capable de nous répondre aux besoins. Donc, c'est important de communiquer avec nous. Et puis, est-ce que tu peux nous parler là, des différents services là, que vous offrez là, une fois qu'il y a une admission là, dans un logement? Là? Oui, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, tout à fait. En fait, il y a les services qui sont pour les résidentes, mais je dirais aussi qu'on a des services au centre communautaire qui sont pour toutes les jeunes mères de la région de Québec. Donc, c'est pas exclusivement pour les résidentes. On veut vraiment là-dedans aussi favoriser une mixité. Fait que on peut être interpellé par plein d'autres mères qui n'ont pas nécessairement besoin de logement. Je voulais vraiment le spécifier parce que souvent les gens pensent que c'est que pour nos résidentes. Alors, c'est sûr que quand une résidente intègre notre centre résidentiel, elle a droit à un suivi avec une intervenante attitrée. Donc, l'intervenante va la suivre pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'elle va être là. Nous, elles peuvent habiter chez nous jusqu'à 5 ans de temps ou jusqu'à l'atteinte des 30 ans, mais c'est pas la journée de leurs 30 ans qu'elles doivent quitter. Elles ont l'année de leurs 30 ans là, pour quitter. Donc, on prépare la sortie avec elles à l'avance. Donc, la durée de l'hébergement, si j'ai bien compris, serait au maximum de 5 années, c'est Exactement. ça? OK. Exactement. Puis si on prend le cas de services que vous donnez hors les résidences, donc est-ce que vous allez dans le milieu des dames là, qui vous demandent qui demandent des services? Est-ce que l'intervention se fait dans leur milieu domiciliaire? Ça peut arriver si c'est des suivis post-hébergement, mais d'habitude, on demande plus aux personnes de se déplacer et de venir dans nos bureaux. Mais on peut faire des rencontres avec des personnes, même si elles ne sont pas hébergées chez nous, il n'y a pas de problème. On a des intervenantes au volet communautaire qui sont là pour accueillir toutes les femmes qui en auraient besoin. Des fois, la formule de logement qui est chez nous n'est pas la bonne, mais comme on connaît bien le réseau, on arrive à référer vers les bonnes ressources. OK. Depuis le temps que vous êtes dans la communauté, donc... vous êtes connu et vous connaissez là, beaucoup d'organismes là, qui peuvent vous venir en appui. Là. On a un bon réseau. Vous avez un bon réseau, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de l'accompagnement offert, là, notamment là, pour briser l'isolement? Oui, bien, c'est vraiment très, très important, notamment là, les femmes qui sortent d'une situation de violence conjugale. On sait qu'un des plus gros talons d'Achille pour ces femmes-là, c'est qu'elles ont souvent été isolées et depuis très longtemps. Souvent, même la famille est plus proche des autres. Donc, nous, c'est sûr que le fait d'habiter entre jeunes mères, ça fait également un réseau naturel qu'elles se forment elles-mêmes. Elles sont quand même 23. Mais également, il y a tous nos espaces communs et nos intervenantes qui sont là pour travailler l'estime de soi des jeunes mères. Et on se sert beaucoup de notre propre organisme pour arriver à développer cette confiance en soi-là. Donc, nous, on est en gestion participative. Les mères sont invitées à s'impliquer sur tous les comités. Partout où il y a des décisions à prendre, il y a des jeunes mères qui vont être consultées puis qui vont y participer. Et ça, c'est vraiment dans le but de les aider à reprendre confiance en elles puis de leur démontrer à quel point elles ont des choses à dire puis que leur point de vue est intéressant et important. Oui, ce volet-là, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, on dit par et pour, là. Oui. Mère et monde, par et pour. Oui. Les jeunes mères là, qui requièrent des services. Est-ce que, on vient d'en parler en termes de gestion participative, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que ça veut dire concrètement, une gestion par et pour? C'est quoi concrètement? Hein? Oui, c'est ça. Comme je disais, c'est que les maires sont vraiment impliqués dans tous les comités décisionnels. Okay. Donc, autant sur le conseil d'administration, il y a des maires qui siègent sur le CA, que sur les comités d'embauche des travailleuses, il va y avoir une jeune mère qui va être là aussi pour prendre la décision avec moi et une autre travailleuse et une autre membre de CA. Donc, ils sont impliqués partout où il y a des décisions. Et c'est même le comité communautaire qui va faire la programmation des activités. Et le comité communautaire, c'est des jeunes mères. Donc, c'est elles qui s'assoient ensemble, qui regardent qu'est-ce qu'elles aimeraient avoir comme activité. Elles regardent les coûts, elles regardent combien ça va être le budget. Après ça, elles me reviennent puis elles me disent, ben voici ce qu'on aurait besoin comme budget. Puis on négocie, puis on trouve des terrains d'entente. Donc, vraiment, on essaye que l'organisme demeure collé le plus possible aux besoins des mères. Donc, comment faire? La meilleure façon, c'est de les consulter sur tous les points de vue. D'accord. Puis au niveau de la gouvernance de l'organisme, il y a un conseil d'administration? Exactement. OK. Ouais. D'accord. Vous avez donc, si on parle du conseil d'administration, vous avez des participantes qui
qui reçoivent des services, qui sont au CA. Exactement. Et sur des comités, comme tu le mentionnais tout à l'heure. Oui, sur chacun des comités décisionnels. Est-ce que tu peux nous parler justement on a parlé tout à l'heure du CLSC notamment, est-ce que tu peux nous parler des liens que vous entretenez avec le Centre local de services communautaires? On travaille en étroite collaboration, autant pour tout ce qui est des suivis. Plusieurs jeunes mères qui sont chez nous ont déjà des suivis en CLSC, donc c'est sûr que mes intervenantes travaillent en collaboration avec les intervenantes du CIUS. Même chose avec la DPJ quand c'est le cas. Donc, on est en étroite relation avec eux, toujours en gardant chacun nos spécificités et nos champs d'action, évidemment, mais on est en étroite collaboration avec eux aussi pour tout ce qui est des programmes du CIUS. OK. Et puis, on a parlé tout à l'heure du logement, effectivement, mais j'aborderai maintenant le coût du logement. Quelle est la contribution qui est demandée aux jeunes mamans? En fait, c'est calculé selon leurs revenus, donc elles payent 25 de leurs revenus. Donc, pour une mère qui est sur l'aide sociale ou sur les prêts et bourses étudiants, ça doit revenir autour de 225 $ par mois en moyenne pour un logement. OK. Puis est-ce que vous suscitez du financement dans la communauté également? Est-ce que c'est possible de faire un don de donner? Ah, bien, c'est toujours possible. OK. C'est toujours possible, mais sinon, on ne fait pas de grosses activités de financement. Puis tout ça, on a quand même des programmes assez établis à Marie-Monde financièrement. Donc, de ce côté-là, ça va quand même bien. Alors, oui, mais c'est toujours possible de faire un don via notre site Internet. À ce moment-là, ça va directement dans des activités pour les jeunes mères. OK. Maintenant, je reviens, on a parlé tout à l'heure de l'importance de briser l'isolement. Il y a un terme qui m'a également frappé, c'est comme prévenir l'épuisement. Oui. Ça, c'est... Ouais, on parle de jeunes mères qui sont en surcharge cognitive, dans le fond. Exactement. De toi-même qui as eu des enfants, Benoît, tu sais ce que ça représente, avoir des enfants en même temps, de traverser le stress d'être aux études, de ne pas avoir beaucoup de revenus. Je pense qu'on le vit tous à notre mesure, mais le hausse du coût de la vie ces temps-ci fait très, très mal également. Au niveau de Là, je vous fais ça en rafale. Hein. On pourrait faire une émission par thème que je suis en train de vous aborder là, mais au niveau de la pandémie, c'est sûr que les problèmes de santé mentale ont été exacerbés également. Donc, ça n'a pas tout ça mis ensemble. Je dirais que la charge mentale et le stress est très, très, très envahissant pour les jeunes mères ces temps-ci. Donc, oui, on essaie d'enlever des obstacles sur le chemin du parcours scolaire pour essayer qu'ils terminent leur parcours. Si j'ai bien compris, Diane, c'est que la pandémie a été un facteur aussi important, là, observé, je présume, là? Oui. Vous l'avez observé? Ah, on l'a vécu de l'intérieur. Oui, ça a été 2 grosses années chez nous, la pandémie. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une augmentation de la demande à ce moment-là? Augmentation de la demande, mais augmentation du stress chez les personnes qu'on accueille. Donc, avoir à faire beaucoup plus de suivi, beaucoup plus... garder un lien beaucoup plus étroit avec les personnes pour s'assurer qu'elles vont bien. Ça nous a demandé énormément de temps. À toute l'équipe, en quelque sorte. Là, exactement. Beaucoup plus de temps, c'est ça. Oui. Écoute, je terminerai. Il nous reste peu de temps. Encore une fois, un grand merci pour ta participation. Mais je note que c'est au niveau des valeurs pour l'organisation, on parle du respect, de l'entraide, de l'honnêteté et de l'engagement. C'est ce qui est communiqué à celles qui requièrent des services. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'organisation qui préconise, l'organisme qui préconise ça. Oui, parce qu'en fait, on travaille en volontariat. Hein, fait que nous, on n'est pas là pour... passer beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passe chez la personne. Donc, nous, on aime bien l'authenticité, on aime bien travailler dans le même sens. On n'est pas là pour forcer personne à faire quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment travailler dans le respect, dans le cheminement de l'autre personne, aussi au rythme où elle est capable d'aller, mais en même temps, trouver le bon dosage pour la pousser un peu à se dépasser. Donc, on est constamment dans ces limites-là. Diane, je te remercie infiniment pour ta participation à Dessine-moi un logement sur CKIA FM 88,3. C'est vraiment intéressant. On a appris beaucoup. Alors, longue vie à Mère et Monde. Merci infiniment, Diane, pour ta collaboration, ta participation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Merci encore une fois. Ça fait plaisir.
Ouais, c'est le fun. En mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi, y voir, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste un main à 2h30 du matin. Faut faire attention quand on sort si on veut pas rester dehors. C'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le varatane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac. Ça sert à rien de laver le plancher, la poussière reste prise dans les cracks. J'ai de l'air malpropre à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. C'est bien trop grand, 8. Alors, notre émission Dessine-moi un logement sur CKIA FM 88,3 se termine bientôt. Nos remerciements vont à nos invités, Mme Élise Tanguay du groupe Utile, André Montembeault de l'organisme Squat Basseville, ainsi que Mme Diane Thibault de l'organisme Mère et Monde. Mes remerciements vont également à toute l'équipe de Dessine-moi un logement. Je nomme Daniel Lambert, Lise Michaud, Bernard Blais, Luc Montmigny et Bernard Jutras. Ainsi que... mes remerciements vont également à Éric Trudel de la Fédération régionale des OBNL d'habitation de Québec Chaudière-Appalaches pour son grand soutien. Notre émission est disponible en balado sur le site de CKIA FM 88,3. Notre prochaine émission aura lieu à la fin mai et portera sur les femmes et le logement. On vous y attend. Au revoir. Le voisin faisait des colères quand mes deux chats, à l'occasion, creusaient des trous dans son parterre. Il leur donnait des coups de bâton. Ils prennent plus l'air à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Mais on a 3 grands lavabos et des chats si grands comme la porte.